Je m'appelle Soubatra, j'ai 35 ans et je suis professeure agrégée de philosophie. Et actuellement, je suis aussi doctorante. Je fais ma thèse à la Sorbonne et j'enseigne du coup à la Sorbonne dans ce cadre-là. J'étais une scientifique littéraire et je voulais être soit médecin, soit prof. Mais prof, je ne trouvais pas prof de quoi, une discipline qui soit suffisamment riche, pas juste littéraire, mais avec plein d'autres aspects. Et j'ai découvert la philosophie au lycée Clémenceau à Villemomble avec ma prof. Et ça a été une révolution, un coup de cœur. Enfin, vraiment, ça m'a complètement retourné le cerveau. Et je trouvais qu'il y avait l'aspect et scientifique et littéraire en philosophie. Et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué mes études là-dedans et sans regret. Pas vraiment. Enfin, l'objectif de l'agrégation, je l'avais en tête une fois que j'ai commencé mes études parce que c'est la voie pour enseigner. Enfin, le CAPES et l'agrégation. Donc j'ai passé les deux et j'ai obtenu les deux. Mais enseigner à la Sorbonne, même dans le cadre de ma thèse, non, j'y pensais pas forcément. Je pensais à la thèse, mais je savais pas vraiment comment ça se passait dans les détails techniques. Je me suis dit, je vais faire ma thèse. Je sais que quand j'étais en primaire, j'avais demandé à ma maîtresse de CE2 c'était quoi les plus longues études qu'on pouvait faire. Et elle m'avait dit un doctorat. Et donc je me suis dit, je voudrais faire un doctorat, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Et l'idée est restée en tête en fait. Donc quand j'ai eu mon concours, j'ai quand même enseigné un peu avant. J'ai enseigné 7 à 8 ans en lycée parce que j'avais besoin d'être devant une classe et pas enchaîner tout de suite avec la recherche. Et après ça, je me suis réorientée à faire de la recherche parce que je voulais savoir si la thèse, ça me plaisait ou pas. En fait, de philosophie, j'ai fait mes études ici et obtenu mon concours ici. Et comme c'est la fac que je connaissais, j'ai postulé ici et j'ai été sélectionnée pour le contrat doctoral. Il n'y en a pas énormément par année, c'est un concours aussi. Et donc, j'ai obtenu ça en 2020 et là, je suis en train de terminer la thèse. Ouais, ça fait bizarre, de passer de l'autre côté, et puis c'est particulier pour moi parce que la Sorbonne, c'est un des seuls noms que mes parents identifient en France, parce que mes parents n'ont pas fait leurs études ici, on fait d'ailleurs très peu d'études, et du coup, ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais quand je faisais de la philo, et là, de dire que je fais ma thèse à la Sorbonne, ça leur parle, donc c'est un peu une fierté aussi. J'avais pas conscience en fait qu'à l'université on était si autonome en tant qu'étudiant, qu'il fallait tout faire tout seul, etc. Moi j'étais vraiment profil première de la classe, très sérieuse, donc j'aurais pu continuer. Mais en fait je savais déjà que passer les concours comme le CAPES et l'agrégation c'était extrêmement difficile. Et je me suis dit si je continue comme ça, je vais pas y arriver parce que c'était pas assez soutenu comme rythme pour moi. Et moi, j'étais pas assez autonome dans mon travail. J'avais l'habitude qu'on me prenne la main vraiment à l'école, donc c'était pas possible. Je me suis réorientée vers une prépa au Raincy, toujours dans le 93. Et c'est une enseignante de linguistique qui m'avait orientée parce que je savais pas vers qui me tourner. Et en terminale, je sais que dans ma classe, on était venu présenter les prépas scientifiques parce que j'étais en prépa scientifique, mais j'avais jamais entendu parler des prépas littéraires. Et c'est cette enseignante-là qui m'a orientée vers la prépa littéraire. Et elle m'avait dit, comme tu as fait une année de fac déjà, faut pas que tu postules à des prépas parisiennes parce qu'elles vont te refouler, parce que tu as déjà un an après le bac et c'est pas un profil qui leur plaît. Postule plutôt pour des prépas qui sont en banlieue, ce sera plus facile d'entrer. Et c'est comme ça que j'ai postulé au Raincy et à quelques autres prépas à côté de chez moi. Ça, c'était un des premiers obstacles que j'ai rencontrés. J'ai pas perdu une année parce que ça m'a mené là quand même, mais je me suis dit c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir cette info avant. Et après, par contre, c'est à l'université où c'était plus difficile des fois parce que l'écart de classe sociale est très différent. En prépa, j'étais dans le 93 et toujours du coup dans ce mélange et beaucoup de profils comme les miens en fait, donc c'était assez tranquille pour moi. Et arrivé en master à la Sorbonne, là oui, il y avait plein d'élèves de plein d'autres prépas, il y avait aussi plein d'élèves qui étaient à la fac depuis le début, mais pas du tout le même profil sociologique que moi, en tout cas très peu. Et là, j'ai senti des écarts où oui, je me sentais parfois un peu en décalage.
Et au moment des concours, là, ça a été compliqué parce que j'avais conscience que c'était très difficile, qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient des profils où ils connaissaient déjà ce concours, leurs parents pouvaient être de ce milieu-là, universitaires, avocats, enfin voilà. Et moi, c'était pas du tout mon cas, donc j'avais l'impression de partir de très loin, de ne pas avoir les références, de ne pas avoir le bagage culturel en fait, de ne pas avoir le bagage intellectuel, culturel, le capital symbolique, enfin tout ça, j'avais pas forcément. Donc ça a été un travail de déconstruction à faire et de me dire que si, il fallait que je trace et voilà. Donc j'ai obtenu le concours la deuxième fois et pas la première. Et je sais que ce qui m'a principalement bloqué la première année sur les épreuves, c'était une autocensure. J'ai l'impression d'être vraiment à ma place pour le coup en enseignant. J'adore vraiment mon métier, que ce soit enseigner à des lycéens, enseigner à des étudiants, vraiment je me sens à ma place. Ce qui peut être plus délicat maintenant que je suis en thèse, c'est que quand j'étais en lycée, j'étais à ma place et pareil, j'ai choisi d'enseigner dans le 93. J'avais été affectée en stage à Lille, mais j'ai tout fait pour revenir dans l'académie de Créteil parce que ça me tenait à cœur de rendre à ce département ce qu'il m'avait donné. Quand on fait sa thèse, on régresse un peu, on va dire, dans l'échelle de la hiérarchie des études. Et du coup, ça m'a un peu perturbée parce que j'étais habituée pendant presque 10 ans à avoir ma place. Et puis là, d'avoir de nouveau des doutes, de retourner un peu à une place semi-enseignante, je suis en train d'écrire ma thèse, donc se retrouver avec des deadlines, etc. C'était... se remettre dans la peau de quelqu'un qui écrit, qui doit rédiger, c'est un autre travail. Donc ça m'a demandé un peu ça. Et puis au milieu, comme j'ai été malade, j'ai eu un cancer entre-temps. Et du coup, il fallait jongler un petit peu avec tout ça. Et là, pour le coup, l'université a été ultra soutenante. Donc ça a été un long combat administratif et médical. Et en fait, ça va, on est soutenu de toutes parts. Donc voilà, c'était pas un obstacle directement lié à mes études, mais bon, ça joue quand même, quoi. Oui, et d'ailleurs c'est une grande question, c'est un grand dilemme. Je suis partagée entre deux sentiments. Bon, en général, quand on termine sa thèse, après on fait ce qu'on appelle un postdoc. C'est des postes après le doctorat pour ensuite espérer avoir un poste fixe dans une université. Et les postes fixes en université en France, il y en a très peu. Enfin, c'est comme partout, il y a des coûts budgétaires, donc il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ça, j'en suis très consciente. Et je ne sais pas si j'ai envie de passer des années et des années à accumuler des contrats de postdoc avant d'obtenir un poste à la fac qui n'est absolument pas certain. Le mode de recrutement, selon les facs, il est très différent, donc c'est difficile. Et en même temps, d'enseigner à l'université, d'enseigner à des étudiants qui ont envie de faire de la philo, qui ont choisi de faire de la philosophie, c'est très plaisant en tant que prof. Le fait que je vienne d'un milieu modeste, que je sois aussi une personne racisée dans le milieu universitaire et femme, quelque part, il y a un appel où je me dis c'est important la représentation et donc si j'ai une place à prendre là, ça serait bien pour les futures étudiantes et les futurs étudiants qui n'arriveraient pas forcément à s'identifier à ces milieux-là, à ces métiers-là qui sont des métiers très intellectuels, etc. Et dans le milieu dans lequel je viens, c'est pas des carrières qui sont forcément encouragées par les parents. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas comment faire, c'est pas balisé, donc ça m'attire. Et d'un autre côté, oui, parce que la recherche aussi c'est intéressant. Et d'un autre côté, parfois je me sens pas toujours à ma place justement dans ce milieu parce que je me sens un peu seule dans ces intersections. Et d'être systématiquement en décalage, c'est pas évident. Et le lycée me manque beaucoup. Enfin, mes lycéens me manquent énormément. J'aimais bien le côté accompagnement aussi auprès des élèves. Je me suis rendu compte que la recherche, j'aimais bien ça, mais l'aspect social et d'être vraiment proche des élèves, c'est quelque chose qui me manque. De pouvoir échanger avec les parents, de construire le projet de leurs enfants ensemble. Ça m'attire aussi. Donc je sais pas ce que sera la suite. Déjà, je vais finir la thèse et ensuite, je pense que le plus probable, ce serait que je retourne en lycée
le temps de réfléchir et puis après voir. Mais bon, comme la vie m'a appris qu'il ne faut pas faire des plans sur la comète parce que ça ne se passe pas toujours comme on l'imagine, je me laisse un peu porter aussi et ça me fait du bien parce que comme j'ai eu une scolarité où justement c'était très cadré, c'était obligé, je viens d'un milieu où il n'y a que mon père qui travaillait et du coup c'était important la scolarité pour nous. J'ai vachement construit mon avenir, c'est-à-dire que très jeune, je savais qu'il fallait que je fasse un métier très sérieux, stable, etc., etc. Et là, je relâche un peu justement. J'ai l'impression que c'est bon, les objectifs sont remplis par rapport aux attentes de la famille, par rapport à mon propre confort aussi, par rapport à la situation d'immigration de mes parents, etc. J'ai l'impression d'avoir rempli le rôle qu'on attendait de moi. Et là, j'ai l'impression que je peux plus me laisser porter par mes envies. J'ai plus confiance en fait, donc je me pose pas trop de questions en fait. Oui, il y a un grand lien puisque ma mère habite toujours dans la ville. Elle habite à 2 pâtés de maison d'ici, donc je viens la voir très régulièrement. Et pour les fêtes familiales, etc., c'est ici que ça se passe. Donc un lien avec Villemomble et avec la Sablière en particulier. On avait un centre social qui était géré, je crois, par à la fois la SNCF et la ville, qui est juste derrière. Et c'était des bons souvenirs parce que c'était mes premières sorties dans Paris. C'était ma première bibliothèque. Je me souviens qu'à la fin de l'année, Noël, elle s'appelait la personne qui s'occupait de la bibliothèque. Elle triait plein de magazines et elle laissait un tas sur le côté pour celles et ceux qui voulaient en récupérer. Et j'avais découvert mes premiers sciences et vie comme ça, et plein de bouquins. Donc c'était ça, je pense, mon souvenir le plus chouette. Et puis comme c'était en lien avec l'école aussi, parce qu'on pouvait aussi venir y faire nos devoirs, cuisiner, apprendre des recettes, tout ce qu'on ne pouvait pas forcément faire au mieux à la maison. Je crois que ça m'a vraiment accompagnée dans mon parcours scolaire en fait. La première personne qui m'a inspirée et qui travaillait à Villemomble, c'était notre médecin généraliste qui était dans le quartier des Marnaudes. Et c'est une médecin donc femme, noire aussi, et ça a son importance parce que en tant qu'enfant racisé, avec une couleur de peau différente de la plupart des gens autour de moi, je crois qu'inconsciemment ça m'a beaucoup poussée à avoir des envies de faire des carrières ambitieuses parce que de toute façon en face de moi j'avais ma médecin de famille qui était comme moi, enfin je trouvais qu'elle me ressemblait et d'ailleurs mon premier choix de carrière c'était d'être médecin et c'est très longtemps après que je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute une connexion entre ces deux faits. Et la deuxième personne qui m'a énormément inspirée, c'est après mes études ou pendant mes études on peut dire, c'est une ancienne professeure qui s'appelle Chantal Jacquet, qui est aujourd'hui connue pour ses travaux sur les transclasses. Moi j'avais suivi ses cours en master et ça a été une révélation humaine et professionnelle. Elle est vraiment un modèle pour moi aujourd'hui, aussi bien dans l'enseignement de la philo que la façon d'être avec les étudiants, avec les élèves. Et elle représente un peu tout ce qui a pu m'inspirer chez tous mes professeurs, du début de mon parcours jusqu'à aujourd'hui dans ma pratique en tant qu'enseignante. Et ce sont deux femmes avec de forts caractères et très brillantes et surtout très empathiques. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a inspirée je pense. De faire de ce qu'ils croient être leur handicap une force. Pour donner un exemple tout simple, moi j'avais conscience de venir d'un milieu qui était plutôt modeste et jamais j'ai eu vraiment honte de la culture que j'avais et je savais, j'étais lucide sur le fait que ça pouvait vraiment être une richesse plus tard parce que j'avais une double culture voire une triple culture et je voyais pas pourquoi est-ce que ça pouvait poser problème puisque c'était plus et pas moins. Donc je crois qu'il y a cette idée-là d'être très conscient des inégalités. Je ne veux pas avoir un discours de dire faites ce que vous voulez, tout est possible. En réalité, il y a des inégalités et je crois qu'il faut être très conscient des inégalités, mais aussi qu'une certaine part de ces inégalités peuvent aussi être un levier pour se différencier et pour avoir des parcours originaux. Vraiment rester fidèle à tout ce qui nous compose
et faire de ça faire de ça de la force dans l'enseignement. Parce que moi, en tant qu'enseignante, je me rends compte que utiliser toutes ces parts de moi, ça peut permettre à plein d'élèves de s'identifier de plein de façons en fait à ce qu'on enseigne. Et en même temps, ne pas avoir un discours trop dans le déni. Ça les aide aussi parce que ça leur donne des armes pour la suite. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, sachez que tout ce que vous imaginez qui semble faire défaut pour l'instant ou être un handicap peut vraiment être ce qui vous différenciera plus tard.